Quel est le secret d'un mariage qui dure? La chance. Je dirais la nourriture. S'amuser ensemble? Savoir communiquer, négocier. La communication et les sorties à deux. Plein d'argent et du plaisir au lit. Ça aussi. Une bonne entente intellectuelle, des papillons dans le ventre, le cœur qui palpite. De la compréhension et des compromis. Bien communiquer. La communication. Oui, je dirais la même chose. Comprendre le point de vue de l'autre. Le secret, c'est la communication. Parler, communiquer. Parler et communiquer. En fait, c'est un vrai mystère. Définitivement, des moments romantiques. Si vous ne communiquez pas, vous ignorez ce que pense l'autre. On ne peut pas deviner ce que l'autre pense. C'est le début du problème. Et ignorer ce que l'autre pense, c'est le commencement du problème. Nous éprouvons tous le désir profond d'être étroitement connectés à une autre personne. C'est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Mais deux conjoints ne pourront se sentir étroitement connectés que s'ils communiquent efficacement. Nikki et moi sortions ensemble depuis environ 5 mois quand il est parti voyager en Afrique avec son sac à dos, tandis que je devais rester ici pour terminer mes examens. C'était bien avant l'ère des téléphones portables et Internet. Donc nous avons dû nous écrire des lettres pour rester en contact pendant tout ce temps. Et même si nous avons été séparés pendant 6 mois, nous avons beaucoup approfondi notre relation pendant toute cette période. Nous en avons appris énormément l'un sur l'autre en partageant nos pensées les plus intimes, nos idées, nos rêves et surtout nos sentiments dans l'échange de nos lettres. Le plus étrange, c'est que lorsqu'on s'est retrouvés dans le même pays, mais dans des villes différentes, Scylla était à Londres et j'étais à l'université dans une autre ville, nous avons eu beaucoup de mal à communiquer, parce que nous devions compter sur les téléphones publics. J'étais en colocation avec 3 autres filles et le téléphone se trouvait au pied de l'escalier. Et il y avait en permanence des gens qui montaient, descendaient, qui entendaient tout ce que je disais quand j'étais au téléphone avec Nikki. Et je savais que Nikki avait plutôt envie de m'entendre dire que je l'aimais, qu'il me manquait et d'autres mots d'amour. Mais j'étais beaucoup trop embarrassée de m'exprimer à haute voix en sachant qu'on pouvait m'entendre. Et moi, de mon côté, j'utilisais une cabine publique en pleine rue. Et je devais alimenter l'appareil de monnaie alors qu'une file énorme d'étudiants se formait à l'extérieur et que certains frappaient la paroi en verre avec leurs pièces quand ils trouvaient que je prenais trop de temps. En plus, je n'étais pas vraiment dans les meilleures conditions pour une conversation romantique, pour dire à Scylla combien je l'aimais, sans compter aussi qu'elle me répondait avec une certaine indifférence. Oui, en fait, la plupart de nos conversations amenaient l'un d'entre nous, voire tous les deux, avec le sentiment d'être incompris, frustré et déconnecté. Nous avons donc dû apprendre à communiquer efficacement, et ainsi, Nikki et moi, nous avons pu poursuivre notre apprentissage tout au long du mariage, ce qui nous a permis de rester étroitement connectés. Les portables ont vraiment transformé notre façon d'interagir parce qu'ils sont à portée de main à tout moment. Je dirais que s'il reste un domaine où les disputes continuent, c'est dans les textos. Oui. Les reproches par texto sont les pires parce qu'il est si facile de mal interpréter ce que l'autre veut dire. C'est comme l'autre jour, je rentrais du travail en retard. Oui. J'étais en retard et j'étais assis à l'arrière de la voiture. Il m'a donné l'heure. Je lui ai donné l'heure. L'heure d'arrivée estimée. Avant qu'on soit coincé dans le trafic. Je pense que c'était vers 18h15 ou 19h15, peu importe. C'était 18h12. Ouais. Et à 18h15, Ouais. il n'était toujours pas rentré. Oui, donc elle envoie un texto, ça disait « Tu aurais dû me dire que tu étais en retard ». Et j'aurais dû recevoir le texto à 18h12, c'est ça. À 18h11. Ou 18h11. Quand tu as su que tu seras en retard. Le problème avec les textos, c'est qu'on ne comprend pas dans quel contexte se trouve l'autre quand il l'envoie. Et on ne connaît pas le contexte de la personne qui le reçoit. Oui. Donc on n'a aucune idée. Moi, j'ai les enfants qui hurlent, je suis épuisée, il était supposé rentrer tôt. Chacun s'arrache les cheveux, mais on ne voit pas ce que l'autre vit. Au fond, je crois qu'avec cet écran de technologie, quand on ne peut pas voir l'autre et qu'on ne sait pas ce qu'il traverse, c'est vraiment dur de ne pas être agressif par message. Après ça, j'en ai retenu pour règle que si je ne peux pas terminer mon texto sans ajouter l'émoticône d'un bisou, il est sans doute préférable que je ne l'envoie pas à ma femme. La profondeur de l'intimité dans le mariage est très liée à notre niveau de communication mutuelle. Il existe globalement 3 niveaux de communication. Le premier est celui des faits. Transmettre des informations à un niveau superficiel, comme « il pleut »,« le train a du retard »,« nous sommes à découvert ». Il crée un faible degré de connexion.
Le second niveau de communication est plus profond et crée une connexion plus forte. Il consiste à partager nos idées et nos opinions. Par exemple, je pense que le gouvernement devrait faire plus pour protéger l'environnement. Ou je crois que tu devrais chercher un travail mieux payé. Ou je pense qu'on devrait peut-être passer du temps à la maison avec les enfants ce week-end. Le troisième niveau de communication est le plus profond. Il porte sur nos émotions, nos sentiments. Quand nous disons « J'ai été blessé par les paroles de ta mère hier » ou « J'ai tellement apprécié que tu prennes le temps de m'écouter à propos des difficultés que je rencontre au bureau » ou « J'ai très peur qu'on ne parvienne pas à rembourser notre crédit » ou « J'ai besoin que tu me dises que je fais du bon boulot ». C'est alors que nous parlons de ce qui nous anime ou nous préoccupe intérieurement, de nos besoins les plus profonds. Cela nécessite un degré de vulnérabilité et de confiance. On ne communique pas à ce niveau avec n'importe qui. Mais il est essentiel de communiquer de cette façon avec notre conjoint, parce que c'est ainsi que nous développons une bonne connexion et une véritable intimité. Ma femme Diane et moi sommes mariés depuis longtemps. Un temps qui pourrait paraître affreusement long. En fait, cela fait presque un demi-siècle. Et on ne peut pas avoir été marié si longtemps sans avoir traversé des périodes compliquées, et il y en a eu dans notre parcours. Je pense même qu'on a traversé des moments où il semblait bien que tout soit terminé. Il y a des années, les enfants étaient encore petits, mon métier d'avocat me prenait beaucoup de mon temps. Et voilà qu'un jour, Diane me dit « Chérie, je ne suis pas certaine qu'on va y arriver. » J'étais stupéfait. Alors j'ai demandé « Que veux-tu dire ?» Et elle a répondu « Eh bien, tu es tellement occupé qu'on n'a jamais le temps de se parler. Et vous voyez, parfois, quand nos agendas sont surchargés, nous disons oui au monde entier, mais non à ceux envers qui notre responsabilité est la plus grande. » Je me souviens d'avoir annulé tout un tas d'engagements, et nous avons passé de longues soirées d'hiver à parler au coin du feu. Nous avons parlé de mon planning surchargé. On a parlé de notre vie sexuelle, à propos de l'argent. Oui, ça a été franchement difficile. Mais plus nous parlions, plus nos sentiments étaient ravivés l'un pour l'autre, et plus nous nous comprenions. Ce n'était pas que des mots. Diane me disait souvent « Quand tu fais cela, voilà ce que je ressens. » Et c'était comme si la lumière se faisait dans mon esprit. Mais je me rappelle très bien de ces soirées d'hiver. La communication se fait évidemment dans les deux sens. La communication efficace est toujours dynamique. Elle implique de parler et d'écouter. Elle exige une réponse de l'autre. Le flux ou l'échange est continu. Et dans le mariage, notre but doit être d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Une communication profonde et intime présente plusieurs facettes. Elle n'implique pas uniquement les mots, mais aussi la chaleur de notre voix, nos gestes et la façon dont nous nous touchons. Comme par exemple poser le bras sur les épaules de notre conjoint lorsqu'il exprime sa peine. Elle implique notre langage corporel. Faire face à son conjoint lorsqu'il dit quelque chose d'important et le regarder dans les yeux lui montre que ce qu'il dit nous intéresse et que nous l'écoutons vraiment. Lorsque nous combinons ce langage réceptif avec un ton encourageant et nos propres confidences sur nos pensées et nos sentiments, nous créons un lien profond entre nous. Nous éprouvons tous le désir profond d'être connus par une autre personne, d'être entendus et compris. Mais ce n'est pas automatique dans le mariage. Un article dans un journal décrivait la rupture d'un couple de célébrités et rapportait les propos du mari. Quand on a entamé une thérapie de couple, j'ai été choqué de constater qu'on n'avait jamais vraiment parlé. J'ai entendu ma femme décrire à un parfait inconnu des sentiments dont j'ignorais tout, et je me suis entendu faire la même chose. Nous parvenions uniquement à communiquer via un étranger. 2 conjoints peuvent vivre sous le même toit, dormir dans le même lit, mais s'ils ne communiquent pas au niveau de leurs sentiments, ils peuvent n'être que des étrangers l'un pour l'autre. Nous sommes mariés depuis... Allez, quoi? 20 ans. Non, c'est plus que 20 ans. Presque 22 ans. Et nous avons 3 enfants et un chien. Oui. J'ai travaillé à la police pendant 15 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, j'avais rejoint un service où je travaillais sous couverture. Je ne parlais jamais de mon travail. Je me disais que le mieux à faire pour ma famille était de protéger Lise de tout ce que je pouvais voir, des scènes de meurtre où je devais me rendre. Alors quand je rentrais et que Lise demandait comment s'était passée ma journée, je répondais « Très bien ».
C'est comme ça que le lien a commencé à s'effilocher et on a continué comme ça, sans vraiment communiquer. Mais ça couvait sous la surface. Ce manque de communication et de compréhension mutuelle. Avec les pressions du travail, les pressions de mon mode de vie, les pressions de l'état de notre couple, on était sur le point d'exploser. Puis, après le décès de ma sœur et d'autres choses, j'ai fait une crise cardiaque, ce qui m'a amené à l'hôpital. Et voilà que je devais renoncer à la seule chose pour laquelle j'étais doué, c'est-à-dire le métier de policier, et cela m'a anéanti. C'est alors que nous avons décidé, là, à l'hôpital, d'officialiser notre séparation. Et on s'est séparés. J'ai emménagé chez mes parents, et Liz est restée dans la maison, en face de chez mes parents. Après ça, j'ai touché le fond. J'avais même du mal à respirer, j'envisageais d'en finir. Liz est venue me voir, et elle a dit « Je suis toujours amoureuse de l'homme que j'ai épousé, et je serai là jusqu'à ce que tu te retrouves. » À partir de ce moment-là, nous sommes retombés amoureux. Cette période nous a appris que nous devions vraiment travailler sur notre mariage. Il a fallu tout un processus pour apprendre à communiquer en profondeur et pas uniquement en surface. Mais c'est ce temps consacré à être présent qui a vraiment changé les choses. Cela s'est fait peu à peu. Mais le fait de réserver une place dans l'agenda a été déterminant en veillant à continuer à le faire. Assez souvent, encore maintenant, on se surprend à dire « on marque un temps d'arrêt et on se dit « on ne se sent plus vraiment connecté depuis quelques jours. On doit se retrouver. » Aujourd'hui, on est en mesure de repérer quand on commence à Dériver. dériver. On doit revenir. Et il ne faut pas grand-chose. On a simplement besoin de se rejoindre, de se retrouver à nouveau ensemble. Chaque couple doit déterminer comment rester connecté au quotidien, de la façon qui fonctionne pour lui, qu'il s'agisse de parler en se rendant ensemble au travail, de communiquer par texto, de se téléphoner pendant la journée ou de se raconter sa journée le soir à la maison. Maintenant, précisons que cette conversation ne doit pas toujours être profonde et chargée émotionnellement. S'ils savent que chaque fois que leur conjoint veut parler, ce sera vite pesant, certains éviteront même la conversation. Mais si nous ne confions pas à l'autre ce qui se passe dans notre vie, ce qui nous préoccupe, nous ne tardons pas à nous éloigner. Et c'est uniquement quand l'autre personne nous comprend qu'elle est vraiment avec nous. La communication efficace nous rapproche à un niveau émotionnel. Maintenant, prenez dans votre manuel le premier exercice intitulé « Un souvenir mémorable ». Prenez une minute pour raconter à votre conjoint un souvenir marquant et heureux. Quelque chose comme un événement antérieur à votre rencontre. Pendant votre tour, veillez bien à exprimer ce que vous avez ressenti lorsque vous racontez ce souvenir. Ne vous contentez pas de décrire les faits. Ensuite, votre conjoint doit rapporter ce qu'il vient d'entendre, pas seulement en répétant les informations factuelles, mais aussi en reformulant vos sentiments exprimés, pour montrer qu'il a compris pourquoi c'était si spécial à vos yeux, puis inverser les rôles.
Et à présent, voyons ensemble l'importance du dialogue en particulier. Avez-vous déjà pris un instant pour songer à ce dont vous parlez la plupart du temps? Quand Scylla et moi sommes surchargés et sous pression, nous prenons facilement l'habitude de ne plus parler que des détails pratiques du quotidien. Par exemple, qui a besoin de la voiture ce jour-là? À quelle heure il faut partir pour aller à un rendez-vous? Ou la liste des courses? Et c'est pourquoi notre soirée romantique est si importante. Ce temps de qualité que nous avons planifié nous permet d'avoir des conversations plus profondes. Je me sens seulement connectée à Nikki quand on a eu du temps pour partager nos propres sentiments. Mais si vous êtes peut-être comme moi, vous avez du mal à parler spontanément de vos sentiments. Et plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Certaines personnes n'ont pas grandi dans une culture qui les encourage à parler de leurs besoins ou de leurs désirs personnels. Et d'autres n'ont peut-être jamais appris à donner leur avis et à décrire leurs sentiments. Ou on leur a plutôt appris à les dissimuler. J'ai grandi dans une famille où il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que des faits, d'accord? C'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. C'est tout à fait ça, oui. Donc c'est blanc ou noir, puis vous vous mariez. Oui. Et vous ne comprenez pas que votre femme observe les mêmes faits et puisse les percevoir très très différemment et éprouver toute une palette d'émotions. Et ressentir les choses différemment. Je n'avais pas le moindre vocabulaire pour décrire mes émotions. Aucun. Oui, en fait, nous avons cherché de l'aide la deuxième année de notre mariage au sujet des émotions et de la résolution des conflits, parce qu'il n'avait pas vraiment de vocabulaire émotionnel. Je crois qu'on peut dire que tu as vraiment dû passer en revue une liste de mots comme « suis-je anxieux ? Suis-je inquiet ? Suis-je fatigué ? Suis-je triste ?» Oui, j'ai imprimé une liste d'émotions en me disant « Passons en revue toutes ces émotions. Voyons, ressens-tu ceci, ressens-tu cela ?» Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris conscience de tout un univers relationnel dont j'ignorais l'existence jusque-là. Je pense être en phase avec mes émotions. Et tu possèdes un excellent vocabulaire. Et mon vocabulaire est plutôt bon. Ouais. Et donc, je dois me montrer beaucoup plus explicite qu'avec une amie, par exemple. Je dois te parler de mes sentiments. Tu sais, je ne dirais pas cela à une amie. Je lui dirais simplement « Oh, j'étais si frustrée par ce qui est arrivé. » Et elle me répondrait tout de suite « Tu devais être tellement en colère ou tu devais être tellement contrarié. » Mais avec lui, je dois dire « Maintenant, je vais te parler de sentiments. » Ouais. Et tu dois les écouter. Je me souviens que j'attendais qu'il comprenne que j'étais en colère. Mais lui n'en avait pas la moindre idée. Et je lui disais « Je ne te parle pas, je suis en colère. » C'est inutile. Désormais, je lui dis « Je suis en colère. » Il ne peut pas lire dans mes pensées. Donner l'alarme et se montrer franc nous a aidés à dire « J'ai un problème là et j'ai besoin de le résoudre. » Nous avons imaginé un schéma qui reprend certaines des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à exprimer leurs sentiments. Certains se disent « Je ne veux pas faire des remous en disant ce que je pense ». Ou ils pensent « C'est trop compliqué » ou « Je serai mal compris ». En participant à ce parcours, vous vous trouvez en lieu sûr. Un lieu propice pour surmonter ces barrières et apprendre à exprimer vos pensées et vos sentiments à votre conjoint. Mais certaines personnes n'ont pas seulement du mal à exprimer leurs sentiments. Ils ont aussi des difficultés à savoir ce qu'ils ressentent. Si c'est votre cas, nous tenons à vous dire que changer est possible. Vous trouverez à la fin de cette rencontre dans votre manuel pour poursuivre la conversation. Nous avons créé cet exercice pour ceux qui ont du mal à identifier leurs émotions. Cet exercice a pour but de vous aider à identifier ce que vous éprouvez à des moments différents et dans des situations différentes pendant la journée. Il vous faudra du courage pour commencer à exprimer vos émotions à votre conjoint si vous n'avez pas l'habitude de communiquer à ce niveau. Mais on connaît beaucoup de personnes qui ont changé radicalement et des unions qui se sont pleinement renforcées au fil de leurs efforts. C'est le cas de nos amis Nick et Allison qui se sont séparés il y a déjà 25 ans. Mais laissons-les nous raconter eux-mêmes leur histoire. Je me souviens qu'il a été si naturel pour nous de nous installer dans cet espace où nous parlions beaucoup, mais sans vraiment communiquer. J'ai commencé à me confier à mes sœurs et mes meilleures amies plutôt qu'à mon mari. De quoi creuser, peu à peu, un fossé entre nous. Oui, notre mariage s'est brisé parce que nous n'avons pas su partager nos véritables sentiments avec l'autre. Nous étions vraiment au bord du divorce. Oui. Si vous nous aviez demandé ce qui n'allait pas, je pense qu'on aurait tous les deux répondu que c'était notre incapacité à vraiment communiquer ensemble. Oui, c'est une longue histoire. Mais après un retournement de situation assez inattendu, nous avons fait demi-tour en prenant la décision de donner une seconde chance à notre mariage.
Aujourd'hui, nous sommes à nouveau ensemble avec une compréhension bien plus claire de ce qu'il faut faire pour rester connectés. Quand nous avons repris notre vie commune, j'ai pris l'engagement de ne plus lui cacher mes pensées. Autrefois, je ruminais les aspects négatifs de notre relation. Mais j'exprimais rarement mes sentiments, comme si je constituais un dossier contre lui sans lui permettre de se défendre. Désormais, nous sommes beaucoup plus prompts à repérer quand l'un d'entre nous a quelque chose sur le cœur. Nous nous obstinons à poser des questions pour tirer les choses au clair. Je suis d'humeur beaucoup plus changeante que Nick et quand j'ai le moral à plat, j'ai du mal à parler parce que j'ai tendance à me fermer émotionnellement. Et nous devons travailler beaucoup plus dur dans ces moments-là pour continuer à communiquer. Nick nous a confié: aujourd'hui, toutes les données sur le sujet soulignent l'importance de réserver des moments de qualité dans nos agendas surchargés. Mais ces conseils n'aident qu'à créer un espace. Communiquer efficacement implique de dévoiler toutes les facettes de sa vie et, dans mon cas, les facettes que j'excelle à dissimuler. Pour moi, du moins, cela demande davantage que du temps. Cela demande du courage. Donc, si votre conjoint éprouve des difficultés à verbaliser ses sentiments, il se sentira probablement mis à nu et vulnérable quand il commencera à le faire. Alors aidez-le en lui montrant qu'il peut se confier, en toute sécurité. Il doit savoir que vous ne vous mettrez pas en colère et ne le rejetterez pas à cause de ce qu'il vous confie. En posant des questions, vous l'encouragez à dire vraiment ce qu'il ressent. Je m'appelle Sally et je suis d'origine égyptienne. Moi, c'est Samy. Ma famille est originaire d'Égypte. Mais nous vivions au Soudan. J'ai rencontré Samy quand j'avais 14 ans et lui un peu plus. Elle était tellement séduisante, sa personnalité et le fait d'être elle-même, simplement. Pas compliqué, cela m'a plu. Merci. Dès le premier jour. L'une des choses qui me blesse vraiment, c'est quand Samy dit « tu fais toujours ceci, cela ». Quand ces petites choses blessantes se produisent, j'ai compris, avec les années aussi, qu'il faut peut-être une sortie ensemble ou une promenade à deux pour qu'alors on en parle. Parfois, ce n'est pas facile. Des fois, je préfère ne pas en parler. Mais alors, tu m'encourages. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu m'encourages à le dire. Et enfin, je parviens à l'exprimer. Mais parfois, j'ai besoin de cet encouragement parce que je préférerais vraiment ne pas avoir à le répéter. Et j'aimerais que tu devines ça tout seul. Et alors, je parle seulement parce que tu insistes, pour que je dise ce qui ne va pas. Quand nous traversons des moments plus difficiles, nous en ressortons meilleurs. La vie nous a appris que nous étions là, l'un pour l'autre. Et cela nous a vraiment rapprochés l'un de l'autre. Pour le prochain exercice, prenez quelques minutes pour regarder ensemble le schéma du manuel intitulé « Obstacles au dialogue » et voyez si certains de ces obstacles s'appliquent à vous.
Toutes les pensées sur ce schéma s'appliquent à moi à des moments différents. Et en fait, il me faut du courage pour dire à Scylla ce que je ressens. Pour communiquer efficacement, parler est essentiel, mais aussi écouter. On croit souvent que l'écoute est facile. Peut-être parce que nous ne sommes pas capables de fermer nos oreilles comme nous arrivons à fermer la bouche pour cesser de parler ou comme nous fermons les yeux pour ne plus voir. Mais nous pouvons nous montrer très sélectifs vis-à-vis des choses que nous choisissons d'écouter. Et si nous n'écoutons pas notre conjoint, il est plus que probable qu'il se ferme et cesse de vouloir nous confier ses pensées et ses sentiments. Nous avons constaté que l'écoute est l'une des aptitudes les plus importantes à acquérir pour connaître un mariage solide, et personnellement, j'ai eu beaucoup à apprendre au fil des années parce que je ne suis pas naturellement douée pour l'écoute. Il y a un très beau verset dans la Bible qui dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et je dois m'en souvenir très souvent. Ça me rappelle aussi une publicité pour un service d'écoute très connu en Grande-Bretagne. C'était une affiche avec une oreille gigantesque sur laquelle étaient inscrits ces mots « Ouvert 24 heures sur 24 ». Un tel service apporte un soutien uniquement par l'écoute, un soutien qui peut parfois même changer des vies. Le mariage a cela de surprenant qu'il nous donne la capacité d'amener notre conjoint à se sentir aimé et apprécié simplement en l'écoutant. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à notre conjoint et à notre mariage. Mais c'est souvent les personnes qui nous sont les plus proches que nous avons le plus de mal à écouter. Il est si facile de ne plus écouter notre propre conjoint ou de lui couper la parole parce qu'on croit déjà connaître la suite de ce qu'il nous dira. Et nous court-circuitons cette conversation, parfois juste pour gagner du temps. Mais le résultat est que nous l'empêchons de dire ce qu'il pense ou ce qu'il éprouve. Je m'appelle Tony Troxler. Et moi, Suzy Troxler, évidemment. Nous sommes mariés depuis 12 ans maintenant. À vrai dire, je n'écoutais pas, je déduisais ou je donnais mon avis dès que j'entendais un mot-clé ou quoi. Mais il faut entendre tout ce que l'autre veut dire, tout le cheminement de sa pensée. Je croyais avoir compris comme ça après quelques instants, mais je pouvais me tromper et je crois avoir fait de gros progrès. Maintenant, je l'écoute jusqu'au bout, puis je donne mon avis, au lieu de tirer directement des conclusions et de vouloir abréger la conversation ou parler plus fort qu'elle. Et je me sens beaucoup mieux depuis. Quand je sens qu'il tire déjà des conclusions, je lui dis « J'ai l'impression que tu n'écoutes pas ». Et lui, il dit alors « D'accord, je t'écoute ». Le fait d'être honnête, cela contribue à améliorer la communication. Et pour sa défense, cela ne m'étonne pas qu'il cherche à m'interrompre ou qu'il décroche, parce que je suis vraiment très bavarde. J'étais poli, oui. Oui, très bavarde, je parle beaucoup. Alors, pendant que lui apprend à ne pas décrocher, moi, je dois apprendre à... à abréger. Oui. Parce que je parle vraiment trop, c'est vrai. Beaucoup trop. Oui, c'est comme ça. Je crois qu'on a appris à gérer cet aspect. Ouais. Quand on ne les écoute pas, les gens disent se sentir frustrés, pas soutenus et peu appréciés. Et certaines personnes vont même jusqu'à dire qu'ils se sentent mal aimés ou même rejetés. Savoir que nous avons été écoutés produit exactement l'effet inverse. Nous nous sentons alors valorisés, plus confiants, soutenus et aimés aussi. Quand je sais que Nikki m'a vraiment écouté, je me sens aussi moins stressée et bien moins angoissée dans la vie en général. En fait, je me sens tout à fait mieux. Nous vous invitons à réfléchir pendant quelques minutes à l'impact de l'écoute attentive. Lisez donc les questions du prochain exercice, le pouvoir de l'écoute, et dites à votre conjoint quelles seraient vos réponses.
Parlons à présent de ce qui peut nous empêcher d'être de bons auditeurs. Peut-être que nous n'avons pas grandi avec un bon modèle sous les yeux ou que nous-mêmes nous n'avons jamais été écoutés. Si nous avons souvent été ignorés ou critiqués et rabaissés, alors nous cherchons peut-être très vite à nous justifier ou à nous défendre. Et c'est devenu une habitude. La plupart d'entre nous avons pris de mauvaises habitudes en matière d'écoute pour des raisons diverses. Et souvent ces habitudes sont devenues un réflexe dont nous n'avons même pas conscience. Le problème, c'est qu'elles nous empêchent de communiquer avec efficacité et en profondeur, et ce, à tous les niveaux. Alors, voyons quelles sont les 5 mauvaises habitudes d'écoute. Et il faut reconnaître d'emblée que la plupart d'entre nous en manifestent au moins une. Eh bien, certains bien plus. D'ailleurs, c'est mon cas. Je dois travailler sur au moins 3 de ces habitudes. Donc, la première mauvaise habitude d'écoute consiste à décrocher. Parfois, nous décrochons du discours de notre conjoint parce qu'une autre conversation est en cours dans notre tête et du coup nous distrait. Peut-être est-il possible que notre partenaire dise quelque chose qui déclenche un souvenir chez nous, et ainsi le rappel de ce souvenir a tendance à nous distraire, et on cesse alors d'écouter ce qu'on nous dit. Je me souviens de cette conversation avec Nikki au sujet de notre fille Kirsty lorsqu'elle attendait son tout premier enfant, et que son mari et elle devaient déménager avant la naissance du bébé. Et Nikki avait suggéré qu'on devrait aller les aider à déménager et combien de temps on passerait là-bas. Et soudain, je me suis rendu compte que je n'avais rien écouté de ce qu'il disait parce que j'avais été emportée par mes propres pensées. Je repensais à l'époque où j'étais moi-même enceinte de Kirsty et où nous aussi avions dû déménager avant sa naissance. Alors mes propres souvenirs avaient envahi mes pensées et m'avaient empêché d'écouter Nikki. Et j'ai dû lui demander quelle était la teneur de la discussion et de tout répéter de nouveau. Donc, peut-être qu'après un tel souvenir, ou dans un tel contexte, nous pouvons nous laisser aller à décrocher. Par exemple, si vous êtes devant l'ordinateur quand votre conjoint vient vous parler, vous aurez beaucoup de mal à vous concentrer sur ce qu'il dit. De même, quand nous nous trouvons dans une pièce avec la télévision allumée, nous sommes constamment distraits par ce qui se passe à l'écran. Et aujourd'hui, l'afflux permanent d'informations nous a habitués à trier ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas. Et nous décrochons donc par manque d'intérêt pour ce qui peut être important pour notre conjoint. Il faut de la générosité pour écouter et pour s'intéresser à l'univers de l'autre, surtout si on est impliqué dans des activités ou des métiers très différents. En revanche, si je décide de montrer de l'intérêt, alors ma façon d'écouter sera meilleure. Pour le faire, il suffit parfois de poser une question. L'un des meilleurs conseils qu'on ait reçus sur le mariage est poser des questions, poser des questions, poser des questions. La deuxième mauvaise habitude est de rassurer. Par exemple, nous parlons d'une situation que nous trouvons pénible et notre conjoint nous rassure en disant quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te dis, tu as simplement besoin d'une bonne nuit de sommeil. » Ou « Ce n'est pas si grave comparé à ce qui est arrivé à Tom. » La personne qui nous rassure veut juste se montrer positive, quelle que soit la situation. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'elle n'autorise pas son partenaire à exprimer sa déception, sa souffrance, son inquiétude, sa peine ou tout autre sentiment négatif, ce qui peut l'amener à se fermer complètement. De toute évidence, rassurer est ma pire habitude d'écoute. Je cherche à maintenir le calme, je veux que l'autre soit heureux et se détende. Mais j'ai fini par comprendre qu'il n'était pas bon pour notre mariage ou pour nos enfants que je ne laisse personne exprimer des émotions négatives. La troisième habitude, c'est donner des conseils. Un donneur de conseils veut toujours apporter une solution à un problème, mais l'ennui, c'est que très souvent, la personne qui parle veut seulement être entendue et comprise, et pas conseillée. Je m'appelle Rainbow et voici ma femme, Liulu. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Je la trouvais si pétillante, jeune et jolie. Il y a 21 ans. J'étais séduit. Oh. J'aimais qu'il soit si grand et si fort, il a toujours eu ce physique. À l'époque, je me disais, cet homme est si viril. On avait tous les deux le défaut de s'interrompre pour apporter nos propres commentaires. Ainsi, quand je parlais d'un problème à Rainbow, il me donnait tout un tas de conseils. Oui, je n'étais pas doué pour écouter. Je ne parvenais pas à me concentrer. Je voulais conseiller tout de suite. J'interrompais les autres au milieu de leur histoire. C'était plus fort que moi. Je disais, tu devrais faire ça. Après avoir parlé, je me disais que le problème était réglé, terminé.
Mais ce n'était pas ce que j'attendais. J'avais besoin de sa compréhension. Je voulais qu'il me console et me prenne dans ses bras. Aujourd'hui, quand il me regarde dans les yeux, qu'il m'encourage et qu'il m'écoute patiemment, je me sens respectée, oui. La quatrième mauvaise habitude est de détourner. Vous racontez à quelqu'un ce qui vous est arrivé, mais avant d'avoir abordé la meilleure partie, le voilà qui dit « Oh, c'est comme ce qui m'est arrivé la semaine dernière » ou « Ah, ça me rappelle quand j'avais 19 ans et que je suis parti en voyage ». Et le voilà qui suit le cours de ses pensées sans vous laisser la moindre chance d'achever votre histoire. Il a complètement détourné la conversation. La cinquième mauvaise habitude, et probablement la plus fréquente, est d'interrompre. Si votre interlocuteur a ce défaut, évitez de prendre votre souffle ou de marquer une pause. Car si vous le faites, il s'engouffre dans cet espace et vous n'avez plus la moindre chance. Un homme qui reconnaît être un champion de l'interruption nous a confié « Entendre la conversation des autres était pour moi un supplice à endurer jusqu'à ce que je puisse reprendre la parole. » Donc, en conclusion, ces 5 mauvaises habitudes empêchent celui qui parle de dire ce qu'il ressent. Et si cela arrive trop souvent, cette personne se referme peu à peu sur elle-même et renonce en se disant « À quoi bon essayer de communiquer ?» Cela vaut donc la peine de se demander « Ai-je une ou plusieurs de ces mauvaises habitudes ?» Nous étions à l'école ensemble. J'ai quelques années de plus que Rash. Et très vite, tu m'as trouvé très séduisant. Pas trop, non? Nous vivons dans une petite ville et donc, quand elle a eu 18 ans, elle a compris qu'elle n'avait pas beaucoup de choix et que j'étais le gars le moins moche de la bande en fait. Non, c'est pas vrai. Tu es un très bon choix. Comme tu réfléchis plus vite que moi, très souvent, tu crois avoir compris ce que je suis sur le point de dire avant même que je l'ai dit. Et donc tu m'interromps en devinant ce que je vais dire et tu tombes juste la plupart du temps, ce qui est particulièrement frustrant. Quand tu m'as parlé du problème, je me souviens que tu as dit « Même si tu as raison et si tu sais ce que je vais te dire, ce n'est pas très valorisant en fait. » C'est valorisant d'écouter la personne, de la laisser parler. Parfois, je trouve que Andy, il part dans des digressions interminables. Il lui faut beaucoup de temps pour dire quelque chose. Tu t'es amélioré parce que tu raccourcis les histoires. Ouais. Quand on est avec des amis, je lui dis « Andy, raconte la version courte parce qu'il partait dans des... » Je préfère les versions longues. Oh, c'est vrai, c'est interminable. Alors j'interviens pour que tu t'arrêtes. Quand tu dis « j'interviens », tu veux justifier qu'en fait, tu m'interromps. C'est ça, je t'interromps pour que tu t'arrêtes et je crois que tu as compris que tu devais dire les choses un peu plus vite, Ouais. te montrer un peu plus concis. Moi, j'essaie de lui laisser le temps de terminer, ce qui me demande pas mal d'efforts. Nous allons vous laisser quelques minutes maintenant pour identifier vos mauvaises habitudes. Prenez donc l'exercice dans votre manuel qui s'intitule « Identifier les mauvaises habitudes ». Et si vous avez des difficultés à identifier les vôtres, n'hésitez pas à consulter votre conjoint, qui aura certainement sa petite idée.
C'est uniquement en reconnaissant nos mauvaises habitudes que nous pouvons arriver à changer. Nous sommes tous capables d'apprendre l'art d'écouter, mais ça demande du temps et aussi de la volonté pour être attentionné. Et le mariage est le meilleur des terrains d'entraînement parce qu'il nous donne des occasions de pratiquer l'écoute et parce que notre conjoint nous aide en nous disant quand nous retombons dans nos pires habitudes. Et Scylla m'a certainement aidé à laisser les autres exprimer des émotions négatives et à faire en sorte que je puisse exprimer mes propres émotions. Et Nikki, lui, m'aide beaucoup en me signalant quand j'ai interrompu quelqu'un. Ou lui. Car la plupart du temps, je ne me rends même pas compte que je coupe la parole. Tout à l'heure, Scylla et moi allons avoir une conversation devant vous. Scylla va me parler d'un sujet qui la contrarie, et j'ignore totalement de quoi il peut bien s'agir. Donc, cette conversation sera complètement improvisée. Mon rôle sera de montrer du mieux que je peux comment écouter efficacement. Mais avant cela, voyons ensemble les 5 étapes de ce qu'on nomme l'écoute réflective. L'écoute réflective s'appuie sur un grand nombre de recherches. Je vais donc tenter de la mettre en pratique. Et la première étape est de se mettre à la place de son partenaire. Notre partenaire a peut-être du mal à s'exprimer. Soit il n'en a pas trop l'habitude, soit il prend seulement conscience de ses sentiments en s'exprimant. Donc ne le pressez pas et ne craignez pas les silences. Le but est de comprendre son point de vue. La seconde étape est de reconnaître ce qui est dit. Après avoir écouté ce que votre partenaire veut dire, n'hésitez pas à lui renvoyer ses propos. Renvoyer signifie répéter les principaux points que vous avez entendus, y compris les sentiments qui ont été exprimés. Donc, à ce stade, vous n'êtes ni en accord ni en désaccord, et vous ne donnez pas votre avis. Votre tour viendra plus tard. Le renvoi présente 2 avantages. Tout d'abord, il nous permet de savoir si nous avons vraiment compris ce que notre partenaire nous a dit. Ensuite, il lui permet de savoir s'il a été bien compris. D'accord, la première fois, vous trouverez sans doute que cela manque un peu de naturel. C'était mon cas. Je devais me retenir de dire ce que je pensais pendant que Scylla parlait. Je devais aussi résister à l'envie de donner ma version de l'histoire. Mais nous savons désormais, sur la base de notre propre expérience, que la reformulation produit une énorme différence quand nous montrons à notre partenaire que nous avons compris ce qu'il a dit, et l'impact profond sur notre relation. La troisième étape consiste à demander à votre partenaire quel est le point le plus important de ce que tu as dit. Cela l'aidera à se concentrer. Très souvent, l'autre personne s'exprime sur un problème qui lui tient à cœur. Donc attendez patiemment pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle veut dire. Ensuite, lorsqu'elle a répondu, reformulez à nouveau ce que vous avez entendu. Généralement, on pense qu'avoir de la conversation consiste à avoir une opinion intéressante ou une histoire captivante à raconter. Mais c'est l'art de poser les bonnes questions qui permet d'avoir une conversation profonde. La 4e étape est de l'aider à déterminer ce qui pourrait être fait. Demandez-lui « Qu'aimerais-tu faire ?» ou « Que voudrais-tu que je fasse ?» ou « Que nous fassions » à propos de ce que tu viens de dire. Et au lieu de donner des conseils ou de dire à votre conjoint ce qu'il devrait faire selon vous, il est 100 fois plus efficace de l'amener à exprimer ses idées sur ce qu'il faudrait faire dans cette situation. Bon, dans certains cas, il n'attend aucune mesure concrète. Le simple fait de parler doit suffire. Enfin, la 5e étape est de poser une dernière question. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose ? Ne supposez pas tout savoir sur tout. Donnez à votre partenaire du temps et de l'espace pour parler du problème qu'il ou elle a soulevé. Vous aurez bientôt la possibilité d'appliquer vous-même ces 5 étapes. Mais d'abord, nous allons essayer de vous montrer à quoi ressemble l'écoute réflective. Pour se rappeler qui présente le sujet de la discussion, la personne qui parle tient en main un objet. Nous utiliserons cette serviette en papier. Donc c'est Scylla qui la détient, parce que c'est elle qui va diriger notre discussion. Mon rôle est d'écouter et de répondre convenablement. Et donc, c'est parti. Alors, ma chérie, de quoi aimerais-tu m'entretenir ? Bien, mais avant de commencer à parler, je voudrais juste situer pour tous ceux qui nous écoutent la teneur du contexte. Ou si vous voulez, du problème dont je parlerai. Dans quelques mois, avec Nikki, nous allons donc déménager de la maison dans laquelle nous avons vécu pendant 34 ans, où nos enfants ont tous grandi et vécu depuis leur plus jeune âge. Et nous irons vivre dans un lieu plus petit. Comme ça, vous avez le contexte du sujet qui me préoccupe. Donc, la chose dont j'aimerais développer, de te parler, c'est de notre déménagement. En fait,
j'ai pris vraiment conscience que je m'inquiétais à propos de la différence entre toi et moi quand on aborde tout ce processus. D'abord toi, avec ton optimisme excessif, tu penses que les choses se font d'un claquement de doigts. Et moi, qui suis beaucoup plus réaliste, je me dis qu'en fait, tu n'as pas la moindre idée de tout le travail que cela représente vraiment. On a vécu dans cette maison pendant 34 ans et nous aurons moins de place, donc pour tout vider et tout déménager, il ne suffira pas que les déménageurs arrivent, remplissent le camion et livrent le tout. Il y a beaucoup de décisions à prendre, les affaires à donner, les choses qu'on doit jeter et tout le reste. Et j'ai bien peur que ton optimisme débordant et mon réalisme soient en totale opposition. Il y a deux choses en fait. Je me sens stressée par ton excès d'optimisme parce que tu ne tiens pas compte de la réalité. Mais j'ai aussi le sentiment, quand nous avons une discussion, que ton optimisme est légèrement méprisant envers mon réalisme. Et oui, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tu ne vois pas mon point de vue sous un angle positif. Comme si mon point de vue, c'était forcément « Ah oui, mais... Alors je sens que c'est un peu méprisant envers moi. Le fait que tu ne penses pas vraiment que ma vision des choses puisse être justifiée, que ton point de vue est celui qui compte vraiment en fait. Et concernant le mien, tu te dis « D'accord, elle se rangera à mon avis. » Dans une minute. Donc, voyons si j'ai bien tout compris. Cela concerne le fait que nous quittons la maison dans laquelle nous avons vécu pendant les 34 dernières années. Et que tu t'inquiètes parce que j'ai tendance à me montrer exagérément optimiste en croyant pouvoir tout faire à temps, alors que toi, tu es beaucoup plus réaliste sur le travail que ça implique réellement, les choses qu'il nous faudra jeter ou donner, ce genre de détails. Et tu as dit aussi que tu t'inquiétais parce que j'ai tendance, en quelque sorte, à mépriser ton réalisme. Parce que, en me montrant trop optimiste, c'est comme si je balayais un peu ton inquiétude chaque fois que tu évoques tout le temps que ça va prendre et tout ce que ça va impliquer. Donc, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est aussi pour cette raison que je me sens stressée. Oui. Moins tu ne veux pas... que tu ne veux pas reconnaître ce qui me dérange en fait. Et plus je me sens stressée parce que je me dis il n'a pas la moindre idée de ce que va impliquer un tel déménagement. Donc tu te sens stressée parce que tu penses que je n'ai pas la moindre idée de ce que tout ça implique. Oui, donc, ça. Quel est le point le plus important dans ce que tu as dit? Eh bien, je crois que parce que j'ai le sentiment d'être toujours du côté négatif, et toi, tu es toujours du côté positif, parce que tu es trop optimiste, alors peu importe ma position. J'ai toujours l'impression d'être négatif par rapport à toi. Du coup, je suis sans arrêt sur la défensive. C'est vraiment ça le cœur du problème. Parce que, tu sais, je suis pas sur la défensive. Non, tu sais, je me réjouis, mais je ressens être forcément une espèce de rabat-joie face à ton attitude qui, elle, est toujours plus optimiste. Pourtant, je sais, de façon réaliste, qu'il y aura beaucoup à faire. Oui, c'est le nœud du problème. Alors, le point le plus important pour toi, c'est que tu te sens méprisé. Tu as l'impression que ton avis est dédaigné parce que le mien se situe du côté plus positif. Et tu te dis que le tien est plus négatif parce que tu es plus réaliste. Et aussi le sentiment d'être sur la défensive. Oui. Ce sentiment d'être sur la défensive, oui. Donc, qu'aimerais-tu faire ou qu'aimerais-tu que je fasse ou que nous fassions à ce propos? C'est plutôt nous, je crois, qu'il faudrait faire ce qu'on n'a pas encore vraiment fait, comme de planifier. Et je sais que cela semble ridicule, mais je pense qu'on devrait réserver quelques dates dans nos agendas, parce que toi, tu dois penser, bof, avec 1 ou 2 samedis et l'affaire sera réglée. Je crois qu'on devra même planifier pour prendre des jours de congé et réfléchir sérieusement, comme tu sais, de quels meubles nous devrons nous séparer et quelles affaires il faudra jeter. On doit faire des listes, on a aussi besoin de planifier des dates pour se mettre au travail, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, toi, tu aimerais qu'on prenne du temps pour fixer quelques dates dans nos agendas et qu'on planifie notre temps. Alors que moi, je pense que quelques samedis suffiront pour s'en sortir. Oui. On a besoin de temps. Il faut qu'on prenne des jours de congé pour pouvoir déterminer ce qu'on veut donner ou ce qu'on doit jeter. Oui. Et
ce qu'on gardera. Oui. Il y a autre chose que tu aimerais dire? Oui, et je ne veux surtout pas que tu penses que je ne me réjouis pas, ou bien que c'est une perspective négative pour moi. Je ne veux pas être stressée par le déménagement. Donc, c'est pour cela que c'était très utile d'en parler, parce que je veux que tu saches que je m'en réjouis et que je veux me montrer optimiste, mais je crois qu'il faut planifier les choses sur le plan pratique et en parler un petit peu plus ensemble. Donc tu ne veux pas que je pense que tu ne te réjouis pas à propos du déménagement et de l'avenir, si j'ai bien compris. Mais le fait d'avoir ce genre de conversation et de planifier ce que nous faisons, ça t'aide à ne pas être stressé. Et moi, à être plus réaliste. Oui, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Très bien, faisons ça. Merci. On va essayer ce que tu Merci proposes. beaucoup. Mais de rien. Bien. Ce que vous avez entendu n'est qu'une partie de la conversation. J'aurai aussi mon mot à dire plus tard. Et Scylla m'écoutera. Et chaque fois que nous avons ce type de conversation, même si cela vous a semblé un petit peu artificiel, c'est toujours extrêmement utile. Parce que je sais que Nikki m'a écouté et qu'il a compris plus ce que je ressens. Donc, à présent, c'est votre tour. Prenez l'exercice du manuel intitulé « Écoute réflective ». L'un de vous choisit un sujet qui le préoccupe ou qui le dérange et dont vous n'avez pas parlé récemment. Mais pour cette discussion, nous vous conseillons de ne pas choisir un problème qui est déjà une source de conflit ou de désaccord entre vous. Suivez les directives de votre manuel. La personne qui parle tient un objet dans la main. Une serviette en papier ou un stylo, par exemple. Et la personne qui écoute pose les questions suggérées et reformule ce qu'elle a entendu. Ensuite, inversez les rôles pour que chacun de vous ait la possibilité de parler et d'écouter.
Certains d'entre vous ont peut-être trouvé cet exercice particulièrement difficile. Vous avez eu du mal à juste écouter, tout comme moi. Si le sujet qui est abordé est source de conflit, chacun de vous a sûrement très envie de faire passer son point de vue. Et il est très important que vous ayez tous les deux la possibilité de parler et d'être écoutés sur le même sujet. Cela vous permettra d'entendre aussi l'avis de votre partenaire qui partage votre vie. Eh oui, ce type d'écoute réflexive peut sembler manquer de naturel, mais nous vous encourageons à continuer à l'utiliser à la maison. Bon, vous n'avez pas besoin de reformuler tout ce que dit votre conjoint, sinon vous finirez par le rendre fou. S'il vous demande une tasse de café, inutile de dire « tu viens de me demander une tasse de café ». Non, faites-lui un café. Mais en revanche, pour un sujet émotionnellement conflictuel ou irrésolu depuis longtemps, eh bien, cette technique est très utile. C'est un outil très efficace. Et des couples nous ont confié qu'à force de l'appliquer, il est devenu plus naturel et même automatique. Si certains d'entre vous ont du mal à s'arrêter de parler, d'autres éprouvent des difficultés à exprimer leurs sentiments. Mais si on ne parvient pas à communiquer des émotions douloureuses ou complexes, et si nous essayons de les surmonter seuls, nous finirons par nous éloigner l'un de l'autre. En revanche, si nous avons le courage d'exposer ce que nous ressentons en prenant le risque d'être vulnérables l'un envers l'autre, alors nous alimentons la confiance et la relation. Dans votre manuel, dans la section pour poursuivre la discussion, vous trouverez où en est votre communication. Cet exercice poursuit deux objectifs. D'une part, vous aider à identifier les domaines dont vous parlez aisément et ceux que vous avez plus de mal à aborder ou que vous avez tendance à éviter. Et d'autre part, vous amener à choisir un sujet dont vous ne parlez pas facilement et à appliquer la même technique de l'écoute réflexive que vous avez utilisée lors de cette rencontre. Beaucoup de gens nous ont parlé du besoin de réapprendre l'art de la conversation en couple. Maintenant, pour y parvenir, il est essentiel de passer du temps de qualité ensemble et régulièrement. C'est pourquoi il est si important pour Nikki et moi d'avoir notre soirée romantique et chaque semaine. Elle nous donne une occasion régulière de communiquer à un niveau plus profond qu'au quotidien et de mêler ainsi l'utile à l'agréable. Nous allons finir cette rencontre sur l'art de la communication par une courte prière. Restez simplement tel que vous êtes pendant que nous prions. Seigneur, merci d'être un Dieu qui communique avec nous. Merci parce que nous pouvons te confier ce que nous avons sur le cœur, en sachant que tu es toujours à notre écoute. Veille à aider tous les conjoints à exprimer efficacement leurs sentiments et à s'écouter mutuellement, afin d'approfondir leur compréhension et leur soutien l'un envers l'autre. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous pour votre participation à cette rencontre et nous serons ravis de vous retrouver la prochaine fois. Andrew! Autant pour moi. Je prends ça avec moi. On a l'air détendu ou pas? Pas mariage, soirée romantique, Oui. soirée romantique. Et je dois répéter maintenant? Oui. C'était très important pour moi que... Quoi? Désolé, pardon. C'était parfait. Parfait. Laisse-moi faire. Les parents... Vraiment désolé. Tu peux l'être. Je vais y arriver. Tu peux promis. l'être, vraiment. Déplie-toi, allez, déplie-toi. Ok, vas-y. Ok, désolé.